Je me renseigne sur comment on fait pour mettre en pause sa carrière pour monter une boîte. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Déjà, t'as pas encore commencé que t'es déjà en train de te dire je veux C'est faire ça. une pause. C'est pas tout à fait normal. Je passe d'un modèle où je vais faire carrière pendant 10 ans dans une même boîte ou sécurité de l'emploi tranquille, et en fait 6 mois plus tard, je fais mon petit formulaire Pôle emploi, quoi. Assez vite, j'ai réussi à aller chercher 10 000 euros par mois en freelance. En 6 mois, je perds 20 kilos. Toi, tu serais pas capable de faire 1 million d'euros. Trop contente, Adri, de faire ce podcast avec toi. De fou. Je pense qu'on va à la fois découvrir plein de choses, se découvrir aussi plus mutuellement, et aussi rencontrer des personnes dingues qui vont bien aussi nous aider à prendre du recul aussi sur nos activités. Parce qu'on fait les malines là, mais en fait, c'est la deuxième fois qu'on se voit dans la vraie vie. Ouais, exactement. Sachant que la première, c'était aussi court, puisqu'on s'est vu quoi, 72 heures, même pas, 48 heures, sur un week-end. Donc, ravie de te re-rencontrer, Adri. De fou. À Montpellier, cette fois-ci. Est-ce qu'on commence par se présenter? Ce que je te propose, c'est que peut-être tu commences. D'où viens-tu, Adri? Bah écoute, en vrai, moi je suis née à Bordeaux. Enfance un poil en vadrouille, on va dire, parce que j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique. Ensuite, on a vécu dans le sud-est de la France. Puis retour à Bordeaux à mes 15 ans, et c'est là quand même que je me suis un peu construite, parce que le lycée, mes études, mes premières années pro, c'était vraiment à Bordeaux. Et c'est à Bordeaux du coup que j'ai fait cette merveilleuse école qu'est Sciences Po Bordeaux. Voilà, j'ai fait Sciences Po, mais je ne travaille pas dans la politique, de toute évidence, Ouais. puisqu'aujourd'hui je suis COO freelance, ce qui veut dire que en gros je suis bras droit des entrepreneurs et je les aide à donner vie à leur vision, surtout en ayant un gros focus process, outils, automatisation au service du scale. J'ai trop envie que tu me racontes comment on passe de Sciences Po Bordeaux à ça, parce que c'est pas du tout la trajectoire forcément naturelle. Avant, moi, je veux juste rebondir sur le fait qu'on a déjà un point commun, Ouais. c'est que moi aussi, je viens du Sud. Mais du coup, il y a quand même une petite guéguerre, parce que moi, je viens de Toulouse, et donc entre Bordeaux et Toulouse, forcément, c'est toujours un peu compliqué. Mais j'ai pas fait Sciences Po, moi, j'ai fait Normal Sup, et donc, mais pareil, un peu parcours grande école, en histoire. Et comme toi, j'étais un peu brinque-ballée partout, mais moi, j'ai jamais bougé de l'Hexagone. J'ai vécu dans plein de villes, genre Angoulême, Vesoul. Personne ne sait où est Vesoul, juste parce qu'il y a la chanson de Jacques Brel. C'est en Franche-Comté. T'es persuadée que c'était en Italie. Ah ouais? Je sais pas Ça aurait pourquoi. été super stylé de dire Vesoul en Italie. Non, pas du tout, c'est en Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté maintenant, il faut dire. J'ai vécu à Agen aussi, ville des pruneaux, donc tu vois, on n'est pas dans le glamour. Et Toulouse, et après Lyon pour Normal Sup. J'ai juste une question, parce qu'en fait, je sais pas si les gens connaissent mieux que moi ça, mais pour moi, Normal Sup, c'est hyper flou de ce qu'on apprend à Normal Sup. Eh ben, c'est hyper simple. En fait, on apprend à devenir chercheur, enseignant-chercheur. C'est l'une des meilleures écoles pour devenir enseignant-chercheur. Et tu commences d'abord par faire de la recherche. En tout cas, moi, je l'ai fait en sciences humaines et sciences sociales. Il n'y a pas d'autre parcours que celui de l'enseignement et de la recherche. Tu rentres en 3e année, licence 3, 3e année de licence. Ensuite, tu fais ton master, une prépa agrég, où tu passes l'agrégation. Et ensuite, tu enchaînes en doctorat. Ça, c'est le parcours absolument normal et logique à Normal Sup. Et ensuite, tu deviens enseignant-chercheur. Donc, tu es nommé maître de conférence ou... tu passes des concours, pareil. Tu passes parfois des concours de la fonction publique pour devenir fonctionnaire. Il y en a qui deviennent hauts fonctionnaires. Mais c'est vraiment un parcours public et très orienté enseignant-chercheur. La plupart des grands chercheurs, beaucoup de médailles Fields en mathématiques viennent de Normal Sup, par exemple. Donc t'as Normal Sup dans tous les domaines, en fait. Oui, exactement. Dans sciences humaines, sciences sociales, en physique, en chimie, en maths, Et toi, t'es en rentré économie. dans quel domaine? En histoire. Ok. Donc moi, je suis spécialiste des politiques culturelles sous l'occupation, donc ça fait bien dans les dîners mondains, mais c'est pas le chemin forcément le plus simple pour ensuite monter sa boîte. Ça, c'était vraiment, on est un peu loin, mais c'était quand même très intéressant. Et ce que je dis toujours, c'est que j'ai la chance de faire les études que je voulais, parce que je me suis éclatée. Enfin, travailler dans les archives, c'était vraiment quelque chose qui m'a bien plu, et qui te donne beaucoup de compétences analytiques qui sont quand même très très utiles, quoi que tu fasses derrière. Et en même temps, j'ai un job que j'aime aujourd'hui et qui n'a absolument rien à voir. Donc, Qui est, du coup? donc moi, je suis freelance et je travaille essentiellement sur les enjeux stratégiques des entreprises, avec une grosse partie focus sur la transformation des entreprises. Donc, scénario simple pour comprendre. Quand ça va très bien et qu'elles sont dans des phases de croissance, j'accompagne un peu comme toi la partie scale, mais plutôt sur la partie organisation. Et quand ça va mal, je contribue à des plans de restructuration pour essayer, pareil, en termes d'organisation, de faire en sorte que l'entreprise puisse rester viable jusqu'à ce que potentiellement ça ne marche plus. Et ça fait partie aussi du cycle de vie des entreprises. Il y a un gros focus transformation, qui est une sous-branche de la stratégie, en fait. Au moment, j'essaye de travailler sur des problématiques qui sont plus pour les solopreneurs et les indépendants, qui est en fait la stratégie adaptée aux indépendants. Mais du coup, comment on passe de l'occupation, de l'histoire de l'occupation à la stratégie business? Comment on passe des nazis au business? C'est ça la vraie question, en fait, ce que tu me poses. J'aurais dû la formuler comme ça. Ouais. T'es meilleure en marketing que moi, dis donc. Eh ben, c'est une très bonne question. J'ai fait un peu ma crise à 22 ans en me disant je peux pas continuer à être historienne. D'abord, en fait, travailler sur les nazis, c'est assez difficile, paradoxalement, parce que c'est pas la période la plus
joyeuse de l'humanité. Et donc, en fait, quand tu travailles sur l'occupation, il y a forcément un moment donné où tu travailles sur la déportation. Et ça, c'est quand même... Enfin, humainement, il faut accepter de voir des archives qui sont vraiment dures. Je vais donner un exemple. Un de mes jobs d'été, c'était de travailler au musée de la résistance et de la déportation de Toulouse. Et j'ai trié des photos de victimes de la Gestapo pendant des jours et des jours, quoi. Alors, attends, petite parenthèse, pourquoi t'as choisi de travailler sur ça? C'est encore une autre bonne question. Parce que c'est une période qui est à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Et c'est ce côté très polarisé qui me fascinait un petit peu. Mais t'as le meilleur. Le pire, je le vois, hein, mais le meilleur... La résistance, la solidarité, la capacité à oublier un peu nos égoïsmes individuels pour se battre pour des idéaux, vraiment... Quand on dit que nous, on cherche de la liberté, c'est quoi la liberté Ça n'a pas le même sens aujourd'hui en 2024 qu'en 1942-43. Donc c'est ça, moi, qui m'a vraiment passionnée et qui me passionne toujours, pour le coup. Mais par contre, est-ce que j'avais envie d'en faire ma vie ? Pas vraiment. Et là, crise existentielle, en me disant, va falloir que je trouve un job, quoi. Et j'ai pas envie de faire de la recherche comme ça. Puis j'ai pas forcément envie d'être dans des musées. Donc qu'est-ce que je vais faire avec un master d'histoire ? Et là, en fait, j'ai refait un master en stratégie numérique, juste parce que je me suis dit, je suis un peu geek. À l'époque, j'avais un ordi qui tournait sur Ubuntu. C'est complètement absurde. Enfin, je suis pas geek à ce point-là, mais je me suis dit, bon, ok, j'aime bien les réseaux sociaux. J'avais monté mon blog, j'avais un petit site web qui tournait, que j'étais fière d'avoir monté toute seule. Peut-être que ce qui est un hobby, là, qui est sans objectif, peut devenir, en fait, un métier, sachant que le numérique, c'est quand même une grande nébuleuse. J'ai fait ce master-là, à Assas. Et ensuite, je suis rentrée dans le monde corporate comme consultante chez IBM. Et ça m'a permis de faire la fin de ce mouvement des nazis au business, quoi. Ok. Je te renvoie par contre la question. Comment on passe de Sciences Po et de la socio, de la politique, la géopolitique à CEO? En étant globalement assez nulle en analyse des politiques publiques. Hein. C'est ça la réalité, c'est qu'à Sciences Po, j'étais nulle dans toutes les matières spécifiques, enfin toutes les matières emblématiques de Sciences Po. En fait, c'était les matières dans lesquelles je me reconnaissais pas, je comprenais pas l'intérêt, je voyais pas le truc. La seule matière que je kiffais à Sciences Po, c'était la socio. Mais j'ai réussi à détourner le truc parce que évidemment tout le monde faisait de la sociologie politique et à un moment nous on a eu un travail de recherche à faire et j'ai dit pourquoi pas de la sociologie sexuelle. Et c'était cool, ouais. Mais encore une fois rien à voir avec Sciences Po, pas voilà. Donc comment on passe de ça, de tous ces cours de culture G, Sciences Po, analyse des politiques publiques et tout à COO, je dirais qu'il y a eu 2 moments assez révélateurs. Allez, 3 moments marquants pendant mes études. Le premier, c'est que en 2e année à Sciences Po Bordeaux, t'es censé partir à l'étranger pour faire une année de mobilité. Moi, j'avais pas envie. J'étais terrorisée à l'idée d'aller à l'étranger, donc j'ai demandé à faire une mobilité en France et j'ai fait du droit. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré des gens qui montaient un projet humanitaire et j'ai rejoint ce projet-là et on a fait un truc sympa au Togo, enfin un truc assez basique. Mais j'ai découvert le monde projet. C'était la première fois que je gérais un planning. Et j'ai adoré. Voilà, personne très bizarre avant temps. Révélation. Je me suis dit, attends, c'est génial de faire du diagramme de Gantt. Vraiment, gérer le projet, enfin, gérer le planning, gérer le budget, etc. J'ai adoré. Donc, je me suis dit, ok, il y a peut-être un petit truc là qui m'orienterait vers plutôt une carrière dans le privé. Ce qui était plutôt un gros mot quand t'es à Sciences Po de vouloir faire du privé. Deuxième moment, c'était à la fin de ma 3e année à Sciences Po. J'hésitais entre 2 voies. Un master qui orientait vers du privé, sans vraiment savoir quels étaient les métiers dans le privé, hein, juste le privé. Et le master emblématique de Sciences Po Bordeaux qui préparait à la magistrature, qui était la raison pour laquelle j'avais fait du droit, qui était la raison pour laquelle j'avais intégré Sciences Po à la base, etc. Et je me renseigne pendant l'été, entre la 3e année et le master 1, je me renseigne, je lis des textes, littéralement, sur comment on fait pour mettre en pause sa carrière de magistrat pour monter une boîte. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Déjà, t'as pas encore commencé que t'es déjà en train de te dire je veux faire une pause. Okay. C'est ça. Et là, je me suis dit, c'est pas tout à fait normal, alors qu'il me reste 2 années de master, plus 3 années, je crois, à l'ENM. Et ensuite, c'est quand même des carrières que t'es censé construire sur du temps long. Enfin, c'est quand t'as 60 ans que tu fais des trucs ultra stylés, en fait, c'est pas avant. Donc, je me suis dit, là, il y a un petit souci. Si tu penses déjà mettre cette carrière qui a pas démarré en pause, peut-être oriente-toi vers du privé. Donc, j'appelle l'école, etc., et je me réoriente vers un master en privé. Et à la rentrée de cette année-là, en septembre, donc vraiment dans la foulée, je participe à un startup week-end, qui est un week-end où il y a plein d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs qui se regroupent pour monter des projets de start-up. Et là, je comprends rien à ce qu'ils disent, je comprends rien à ce qui se passe, mais
J'adore l'ambiance, j'adore ce que j'apprends. Je prends le lead sur l'équipe et il se trouve que je vis une expérience géniale, qu'on gagne la 3e place, hyper anecdotique, etc. Mais je me dis, ok, en fait, c'est ça que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie. À ce moment-là, je me disais l'innovation, les startups à fond, etc. Et ça a été un peu le moment cette période, ça a été un peu la bascule vers le monde du privé et de l'innovation et donc de l'entrepreneuriat. Et puis après, il m'a fallu un peu plus de réalisation pour aller jusqu'au freelancing. Donc après Sciences Po, tu sautes dans le privé. Et c'est quoi ton premier job ? Mon premier job, j'ai jamais été salarié. Ok. Jamais. T'as jamais signé un CDI ? Si, j'ai dû signer un contrat, mais c'était vraiment parce qu'ils refusaient de signer du freelancing. Ouais, okay. Du coup, j'ai accepté le contrat. En sachant que t'allais partir potentiellement... T'étais pas dans une trajectoire où tu disais je vais rester 10 ans, je vais m'installer, monter l'échelle. Non, mais c'est surtout que c'était très clair avec eux comme pour moi que c'était juste une modalité contractuelle. Okay. Mais je respectais pas les horaires, j'étais freelance en fait. Okay. C'est juste, ça les arrangeait que ce soit un contrat salarié. Et j'ai dit ok. Donc si on regarde mon historique administratif, il y a des contrats salariés. En revanche, en réel, j'ai jamais été vraiment salarié et j'ai démarré le freelancing pendant mon master 1 parce que en ayant intégré la communauté startup de Bordeaux, j'ai commencé à échanger avec des entrepreneurs qui avaient besoin de trucs, principalement de numérique, de sites web, de créer des chatbots, etc. Et moi, j'adorais apprendre toute seule. Du coup, j'ai ouvert YouTube. J'ai fait ouais, je sais faire. J'avais jamais fait. J'ai ouvert YouTube, j'ai appris à faire et j'ai vendu des trucs. Et du coup, freelancing comme ça, rien de dingue, hein, mais assez vite. Par contre, j'ai réussi à générer environ 2000 € par mois de CA facturé, donc pas non plus dans ma poche, de CA facturé en freelance à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait, je peux en vivre. Et je voyais aussi des gens qui galéraient dans des alternances, etc. Je me disais, bah moi, en fait, ma vie, elle est limite plus fun, hein, donc... Ça va. Voilà. Comment t'as trouvé tes premiers clients ? Bah via ce réseau. Je pense que j'ai jamais trop été du genre à prospecter de manière très active ou quoi. Par contre, j'étais très active dans la communauté bordelaise à ce moment-là. Pour m'y investir, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens, mais du coup, il faut que je leur sois utile. Je suis juste étudiante, je ne sers à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les institutions, la French Tech Bordeaux, à ce moment-là, CCI, etc. Et j'ai monté une asso qui s'appelait ADN Startup, et on organisait des événements pour les entrepreneurs. Et toute mon équipe était bénévole. Donc on faisait vraiment le taf d'animation de communauté que les institutions devaient faire, mais qu'ils n'avaient pas le temps et pas le budget de faire. Et du coup, ça les arrangeait complètement de voir une petite équipe d'étudiants ou de jeunes diplômés faire ça. Et nous, ça nous arrangeait aussi parce qu'on faisait du réseau. Ouais, t'acquiers des compétences et tu fais du réseau, quoi. C'est ça. Mais du coup, tous les bénévoles de l'asso, ils ont trouvé leur stage, leurs alternances ou leur premier job grâce à ça. Et moi, je trouvais mes clients grâce à ça. Alors, comme j'ai dit, c'était pas beaucoup non plus de clients, etc. Mais c'était suffisant pour me mettre en confiance et surtout pour développer l'état d'esprit de quand tu sais faire quelque chose, tu peux le vendre. Ce qui est pas du tout quelque chose qu'on apprend à Sciences Po, pour le coup. D'ailleurs, ça m'inspire une petite question pour toi. Comment t'as découvert le monde du business ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça ? Parce que c'est clairement pas du tout intégré dans ton parcours initialement, quoi. Non. Et d'ailleurs, pour te donner une petite anecdote, quand j'ai essayé de faire un stage à Normal Sup, c'est tellement pas dans la culture d'aller dans le privé que ils ont refusé de signer ma convention de stage. Alors, moi, mes parents ont toujours été dans le privé, donc ça a jamais été tabou. Par contre, on connaissait dans ma famille, on a eu à la fois du privé et du public. Il y a eu mon grand-père était commissaire de police, tu vois, tu fais pas plus fonctionnaire et service public que ça. Mais mon père est dans les assurances, très privé, avec une carrière construite étape par étape, donc comme une toute logique corporate. Donc en fait, j'ai baigné un peu dans ces deux milieux-là, et ça m'a pas choqué d'aller me dire bon ben allons voir dans le privé comment ça se passe. C'est ni mieux ni moins bien, juste c'était pas l'ADN de mon école, et donc il a fallu que je sorte de l'école et que j'apprenne autre chose. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai fait un master en stratégie numérique et communication, et en alternance. C'était mon unique critère, puisque sur mon CV j'avais employé d'été musée de la Résistance, quoi. Donc en fait, t'as beau avoir fait Normal Sup, à un moment donné, il faut montrer que tu sais faire des choses de tes 10 doigts. Et donc mon critère numéro 1, c'est il me faut une formation d'alternance, parce qu'il faut que j'ai 1 an d'expérience professionnelle à monnayer. Sinon, sur le marché, je vaudrais rien, quoi. Le top 3 des trucs les plus surprenants quand tu viens du monde académique, quand tu débarques à Air France. C'est une bonne question. Alors si, le truc c'est que j'ai un contexte. Je suis arrivée là, une semaine de grève à Air France. Dans une période où il y avait encore... Là, il y en a beaucoup moins, mais il y avait quand même pas mal de grèves. Et c'est vraiment une période où on faisait des manifestations sur la pause déj. Enfin, on faisait. Les gens de mon bureau faisaient des manifs, et donc moi, je les suivais. Donc ça, c'est un peu bizarre. Quand tu rentres dans un milieu,
j'avais jamais vu une manif de professionnelle syndicale, tu vois, de ma vie, et on me dit, viens, c'est la manif, on va au siège et on va crier, je sais pas quoi. Enfin, il y avait une guerre entre, tu vois, entre les pilotes, les différents corps de métier. Il y avait des désaccords à cette époque, mais encore une fois, c'était il y a longtemps. Et ça, c'est hyper impressionnant à voir quand t'arrives, que t'as 22 ans, que tu connais rien et que tu vois, en fait, tes collègues se battre entre eux. Enfin, tu te dis, ok, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Le fait de te rendre compte que t'es rien, ça, c'est quand même un sentiment assez étonnant. Quand tu fais de la recherche, tu es un peu pionnier sur ton domaine. Sinon, c'est pas de la recherche. T'es un peu... même quand tu es en master, tu dois essayer de trouver un angle un peu différent ou apporter une connaissance nouvelle. Là, tu es un rouage. Et donc, du coup, si tu as de l'ego du chercheur qui pense contribuer à la science avec un grand S, ce qui n'était pas mon cas, mais ce qui était le cas de certains de mes collègues, t'es vite remis à ta place en disant l'objectif d'une compagnie comme Air France, c'est de faire voler 1000 avions par jour. Et donc, tu es un maillon de cette grande chaîne-là, mais tu n'es ni l'alpha ni l'oméga, quoi. Donc, on va se détendre. Et après, troisième truc, les sigles partout. Enfin, vraiment, c'est incompréhensible, quoi. C'est un vocabulaire qui fait que PNC, PNT, c'est super compliqué quand dans une phrase, t'as 3 sigles et que tu te dis, mince, en fait, la personne en face de moi me parle français et je ne comprends rien à ce qu'elle est en train de me dire. Et si je pose la question, je vais avoir l'air vraiment bête parce que ça fait 3 fois que je le demande. C'est quand même un sentiment particulier, quoi. Mais ça m'a vraiment appris. Je suis partie parce que il y avait pas d'offre de CDI à cette période-là, à la fin de mon alternance. J'ai commencé ma carrière chez IBM où je suis restée plus d'1 an. Et c'était hyper intéressant parce que pour le coup, là, j'ai appris le conseil. C'est quoi le consulting? C'est quoi une relation client? C'est quoi être en prestation de service quand tu vends ton temps? Et c'est quand même un rapport financier et psychologique différent quand tu es dans une entreprise qui n'est pas la tienne et que tu es payé à la journée, etc. Ça, vraiment, il faut le vivre pour comprendre de quoi on parle. Et j'ai surtout appris tout ce qui est numérique. Parce qu'en fait, IBM, c'est quand même une très bonne école pour comprendre c'est quoi un serveur, c'est quoi un architecte réseau, comment tu travailles avec des développeurs, le Scrum Master, les méthodes agiles. J'ai tout appris là-bas. Et après, je suis partie parce que j'en avais marre, justement, de ce rapport à la vente de temps. Ce qui est paradoxal parce que j'y suis retournée un peu après. Et c'est vraiment la raison d'être de mon parcours de solopreneur, c'est de sortir de ça. C'est vraiment un écosystème qui m'a beaucoup porté parce que ça m'a vraiment structuré dans la manière de travailler. Et après, je suis retournée à Air France. Donc j'ai fait un peu le yo-yo parce que cette fois-ci, il y avait une proposition de CDI qui m'intéressait sur un programme de transformation digitale. Et que j'ai adoré cette boîte. Et j'y suis restée 6 ans. Et moi, je viens d'un milieu où vraiment, tu vas dans une boîte, tu y restes le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tu aies un plafond de verre indestructible, et que tu ailles faire la même chose chez potentiellement un concurrent, ou en tout cas, tu restes dans la même industrie, et tu montes l'échelle le plus rapidement possible, jusqu'à avec un poste de plan de direction. carrière, Ouais, avec donc toi, tu t'intègres Air France en te disant, ok, dans 2 ans, je demande telle augmentation, après j'espère intégrer tel service, exactement. etc. Okay. Sachant qu'en plus, j'étais dans une sorte de graduate programme qui durait 4 ans, où il était dit que 2 ans après, il faut changer de job, mais tu restes évidemment dans la boîte. Et t'es fidélisé par des petites primes ou des avancements de salaire qui sont supérieurs à la moyenne de tes collègues. L'objectif étant de créer les managers de demain. Et évidemment, plus tu mets de l'argent sur des collaborateurs, plus tu as envie qu'ils restent. Donc, tu as plein de petites expériences qui sont faites pour que tu découvres l'entreprise, que tu comprennes comment ça marche. Et une boîte comme Air France, c'est un monde, vraiment. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont commencé à 16 ans, ils étaient mécanos. Aujourd'hui, ils sont RH. Qui sait s'ils seront pas, je sais pas, agents quelconques ou comptables à la fin de leur carrière. Tu vois, en fait, c'est des parcours de vie. C'est des boîtes. Il y a même ce qu'on appelle les bébés Air France. C'est les enfants de salariés qui se sont rencontrés au travail, qui se sont mis en ménage et qui ont fait des enfants et dont évidemment les enfants sont biberonnés à l'avion. Enfin, tu vois, c'est pas une famille. Moi, j'ai horreur de dire que les compagnies sont des familles parce que en fait, c'est pas vrai. C'est jamais ta famille, mais c'est un écosystème qui est tellement étroit que tout prend une proportion assez impressionnante. Les guerres un peu d'ego qui sont les mêmes dans toutes les boîtes. Tu vois, Air France n'invente rien quand des problèmes de management ou ce genre de choses. Mais t'as l'impression que le monde autour n'existe pas et que tout n'est, tu respires Air France et tu vois Air France et tu travailles pour cette compagnie. Et puis t'as la chance d'avoir une boîte dans laquelle il y a le nom France. Donc t'as l'impression t'as une connexion un peu émotionnelle à ton pays, t'as l'impression de contribuer à quelque chose d'un peu plus grand que toi. Et ça te porte 20 ans comme ça. Mais ça t'a pas porté 20 ans? Ça m'a pas porté 20 ans, ça aurait pu. Je suis pas rentrée dans cette optique en me disant je vais rester 20 ans, mais je me suis vraiment dit je vais potentiellement rester 10 ans. Okay. Et ça me choquait pas, tu vois, de me dire je reste 10 ans dans une boîte. Ça faisait partie de la trajectoire que moi que j'avais un peu choisie.
Après, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, hein. Moi, j'ai jamais travaillé dans une grosse boîte, donc vraiment, je connais pas. Mais que de toute façon, l'échelle de temps, elle est pas la même. 10 ans, moi, ça me semble énorme. Vraiment. Je sais pas s'il y a un seul sujet dans ma vie dans lequel je me projette à 10 ans. Genre, vraiment, c'est un truc énorme. Allez. Ma femme. Ah oui, j'espère. Je vais avoir des problèmes en rentrant tout à l'heure. Non, mais ouais. Mais je me dis que dans une grosse boîte, le moindre projet, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait. Donc, tu peux même pas te dire, je reste 8 mois, tu vois. Moi, rester 8 mois dans une boîte, c'est un truc de fou. Garder un client 8 mois, c'est un truc de fou pour moi. Donc... Bah, tu vois, et alors, dans les cycles de vie, dans le transport aérien, un nouvel avion, c'est quoi? Je vais dire une bêtise, 10-15 ans pour le faire. Ouais. Donc, t'imagines, ça veut dire que tu commences un projet chez Airbus, et tu le vois jamais, en fait. Si tu pars... Une façon de construire à la fois ta carrière, mais ta vie aussi, et la façon dont tu conçois ton quotidien, parce que tes collègues, en fait, sont tes collègues, mais pour longtemps. C'est-à-dire que, potentiellement, tous les matins, pendant 3 ans, 4 ans, tu vas avoir les mêmes personnes, et à un moment donné, tu vas avoir une mobilité, mais en fait, ta mobilité, elle est certainement interne, et donc tu vas juste changer de bureau, quoi. Mais c'est toujours les mêmes personnes que tu vois à la cantine. Et ça commence à m'angoisser. Et c'est une des raisons qui a fait que je suis partie, c'est que je manquais d'air. J'ai eu de la chance, moi, d'avoir des postes très transverses. Donc j'étais toujours, et c'est le principe de la transformation, une transformation d'entreprise, allez, c'est 360. C'est rare que tu transformes qu'un petit morceau. Donc je touchais à tout. Je connaissais à la fois des pilotes, des hôtesses de l'air, des gens de la compta, beaucoup de RH, les gens de la finance, mais aussi tous les métiers qu'on voit pas dans le transport aérien, le revenu management, les mécanos, les gens du marketing. Bref, donc j'avais une vision 360 de la boîte, ce qui est génial. Et tu connais à la fin des gens d'un peu partout, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas à la cantine, tu vois les mêmes gens. Ou tu rencontres des gens. Et tu te dis, bon, quand est-ce que je rencontre d'autres personnes? Donc là, il y a un petit côté angoissant, mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le plafond de verre, qui est dans une compagnie comme Air France, et ça, je pense que c'est commun à toutes les grandes boîtes industrielles, parce que Air France, c'est une boîte de service, mais aussi, c'est aussi une boîte industrielle. Et à un moment donné, il faut aller faire du terrain. Par terrain, il faut aller manager des équipes opérationnelles, être vraiment dans la matière. Je veux dire, à la fin, tu fais voler des avions, quoi. C'est pas juste tu fais des PowerPoint. Et ça, je voulais pas le faire. Je me sentais pas prête. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais capable. Mais je me sentais pas prête à aller manager des équipes opérationnelles. J'ai managé des équipes, mais qui étaient corporate, tu vois, au service communication. Mais sinon, c'était trop compliqué pour moi de rentrer dans des horaires pas possibles et d'avoir une pression qui était celle des opérations au jour J. Parce qu'encore une fois, 1000 avions par jour. Enfin, il faut imaginer 1000 décollages, 1000 atterrissages. C'est énorme en termes d'humains pour faire huiler une machine comme ça. Et j'ai pas eu envie de faire ça. C'est ce qui fait que tu restes implanté dans une grosse boîte comme ça. C'est qu'à un moment donné, tu maîtrises le corporate, tu maîtrises les opérations, tu maîtrises une spécificité, et là, tu peux avoir vraiment une carrière qui décolle. Moi, j'ai refusé ce chemin-là. Et donc, à un moment donné, faut partir. Enfin, c'est soit tu suis le droit chemin, tu peux faire. Il y a des exemples. Hein, tu restes et tu te contentes de ça, non? Oui, alors ça c'était aussi l'option, mais que j'ai pas choisi parce que j'ai pas la personnalité qui est capable de faire ça, quoi. Qu'est-ce qui te frustrait vraiment, de manière très concrète? C'est en te disant que t'allais pas pouvoir continuer de monter. Ouais. C'est le statut, c'est le salaire, c'est les responsabilités. Paradoxalement, y a un moment donné, t'as envie de pouvoir d'avoir un champ d'action possible. D'avoir des responsabilités, d'avoir ton propre budget, d'avoir ton équipe et de dire maintenant on va le faire comme ça. Et en fait, pour arriver à ce stade de responsabilité, d'abord c'est très long parce qu'il y a tous les gens qui sont avant toi, puisque ça reste une grosse boîte où il y a beaucoup de monde. Il y a un peu des cursus honorum, tu vois, où t'es obligé d'avoir fait tel poste avant de récupérer tel poste. Ça, c'est un peu la logique interne et la culture de la boîte. Et après, il y a la vitesse d'exécution, ça reste une grosse machine. Et donc, pour avoir tel budget, tenter tel truc, etc., il faut les autorisations de machin, il faut embarquer les RH, mais aussi les gens. Tu vois, c'est une complexité incroyable qui prend du temps. Et moi, j'ai pas eu la patience. Et donc, frustration un peu individuelle, sentiment d'un plafond de verre où, en fait, si je fais pas un cursus qui m'est imposé, en fait, si je perds un peu de liberté, de choix sur le type de métier que j'ai envie d'exercer, moi, ça m'allait pas, quoi. Et j'ai l'impression que dans ce type de parcours, soit tu avances en vertical, soit t'avances en horizontal. C'est-à-dire que soit tu avances en disant, OK, maintenant, je dis n'importe quoi, experte en communication. Et donc, je vais être chargée de com, responsable de com, dire com, mais tu vas pas faire ça dans la même boîte. Tu vas changer de boîte. Tu vois, tu vas faire des sauts de puce pour monter un peu hiérarchiquement. Et ça se fait beaucoup dans les fonctions corporate. Soit tu vas avoir une carrière fidèle à une entreprise,
mais tu vas vraiment faire un 360 de la boîte, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les opérations, du corporate, des fonctions support, etc. Et là, après, tu arrives à maîtriser vraiment un 360 de boîte, mais t'es pas expert dans un domaine fini. Je schématise à mort parce que tu auras toujours quelqu'un qui te dira que lui, il l'a fait. Enfin, je voulais pas faire le parcours en 360 de la boîte. Et je crois que quand tu fais de la transformation d'entreprise, tu peux pas être expert. Tu es expert de transformation, mais ça veut presque rien dire. Tu vois, tu es expert de processus, de mode de pensée, etc. C'est très dur à caler dans une boîte. Je sais pas quoi mettre, moi, dans un moteur de recherche pour rechercher un emploi. Tu vois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ok, je suis consultante, mais si du coup, c'est des boîtes de conseil. Alors là, il y a des jobs en veux-tu, en voilà. Mais si tu veux être internalisé dans une boîte, j'ai pas trouvé, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je suis partie en start-up, en me disant, on va changer complètement d'écosystème et on va faire. Donc, j'ai été chief of staff à droit du CEO et du président. C'était deux personnes différentes et j'étais un peu leur référente en même temps. Et ça s'est pas super bien passé parce que la boîte a jamais réussi à lever des fonds et donc j'ai été licenciée 6 mois plus tard. Et donc là, tu te dis, ok, donc je passe d'un modèle où je vais faire carrière pendant 10 ans dans une même boîte ou sécurité de l'emploi tranquille, à allez, je mets carte sur table, je pars dans une start-up et ça va marcher, on croise les doigts. Et en fait, 6 mois plus tard, je fais mon petit formulaire Pôle emploi, quoi. Et là, tu te dis, bon, bah, je l'avais pas prévu comme ça, mais... Et tu le vis comment, à ce moment-là? Beaucoup de colère, je t'avoue. Parce que je suis partie du principe que tu n'engages pas des gens si tu sais que t'as pas de trésorerie. Pour moi, c'est un peu une logique de bon père de famille, tu vois. Il y a un moment donné... Dans le monde de start-up, ça se fait beaucoup, par contre. Exactement, mais c'est là où t'as un choc des cultures, tu vois. Moi, je viens du grand groupe où, en fait, potentiellement, tu gères ta trésorerie de manière très traditionnelle, quoi. Là, il y avait ce pari que j'ai compris, mais pas mesuré. Donc, c'est de ma faute, tu vois. Il y a un moment donné, tu le sais quand t'es une boîte hyper ambitieuse qui recrute à tour de bras, que potentiellement, ça va mal se passer. Et je le savais, mais je pensais pas le vivre. Du coup, pas de bol, je l'ai vécu. Ça m'a un peu... je me suis dit, ok, là, j'ai un problème de valeur. Je peux pas travailler dans ce milieu-là. Je suis pas alignée avec un monde où on dépense de l'argent qu'on n'a pas et on flambe sur du rien, en fait. Sur un projet, une idée, etc. Est-ce que t'as connu ça, toi, dans la startup? Parce que t'as connu ce milieu. Ouais, j'ai connu pas mal de projets où il y avait rien du tout. Des slides. Et de l'argent sur le compte parce qu'il y avait eu des levées de fonds. C'est terrible. Moi, ça m'a dépité. C'est terrible. C'est terrible, surtout quand tu es avec un rôle de C-level et que tu dois le défendre, en fait. Ouais. Et que tu te retrouves à jouer le jeu, à jouer le jeu startup, c'est-à-dire à aller à des événements, prendre la parole, pitcher, aller même faire des rendez-vous de vente, alors que t'as rien. T'as rien du tout, en fait. Bon, après, moi, c'est l'écosystème dans lequel j'avais découvert le monde pro, tu vois, donc ça me choquait pas. En fait, c'était juste normal. Le fake it until you make it, pour moi, c'était juste la base. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose j'ai l'impression que quand on sort des études et qu'on n'a pas d'expérience, en fait, autre que 3 stages, la première expérience pro va donner le là de la façon dont tu vois le monde professionnel. Ouais. Moi, je voyais le monde de manière très tradie, puisque j'étais dans un milieu très tradie, et toi, tu voyais le monde, et c'est ce qui m'a choqué, en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu vraiment un choc de culture entre le corporate et les startups. Toi, t'as commencé directement en startup, et donc si c'est ça ton là, je pense que tu vois le monde avec un prisme complètement différent. Ouais, bah ça crée un rapport au risque, par exemple, qui est complètement différent. Un rapport au risque et un rapport à l'échelle de temps, qui est aussi très différent. Parce que tout va plus vite. Une startup, elle peut avoir le jour en mai, tout le monde est à fond, et fin juillet, il y a plus de projet. C'est terrible. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc moi, ça m'a mis dans cet état d'esprit-là. Il y a plein d'aspects positifs, je trouve, en termes d'agilité, en termes de culture de l'innovation, culture d'aller vite. Le fake it until you make it, il y a quand même pas mal d'aspects positifs, mine de rien. Mais que je reproche beaucoup à cet écosystème, c'est de pas assez focus sur la création de valeur, en fait. Ouais. Derrière le fake it until you make it, il y avait quand même cette promesse de on va prendre quelques raccourcis, mais pour créer de la valeur à la fin. Là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des raccourcis juste pour lever des fonds, pour se sécuriser un petit peu plus, quelques années de plus, à pouvoir dire qu'ils sont CEO et aller avoir leur portrait chez Forbes, et satisfaire leur ego, et pas créer de la valeur économique pour le territoire, en France, pas créer de valeur sociale pour leurs salariés ou pour leurs clients. Enfin, t'es juste en mode, ok, mais c'est du vent. C'est l'ego pour toi, tu penses Pour moi, 90% des CEO de start-up, ils font ce qu'ils font pour l'ego. Ouais. Mais je pense qu'ils passeraient un peu plus de temps sur leur boîte et un peu moins sur les scènes de pitch si c'était pas l'ego. Ah, c'est terrible. Mais encore une fois, le volume. Il y a bien sûr quelques start-up qui fonctionnent, qui deviennent des scale-up, qui créent de la valeur, qui sont en train de devenir des champions de la tech, qui sont en train de s'imposer sur une scène internationale, qui vont challenger des grands groupes.
ces boîtes-là, elles sont extraordinaires. Mais juste en termes de proportion dans l'écosystème, c'est une ultra minorité. Et l'immense majorité, c'est des boîtes qui génèrent presque aucune valeur et qui sont là pour satisfaire l'ego des fondateurs et pour permettre à des investisseurs de diversifier leur portefeuille, quoi. Est-ce que c'est ça qui t'a du coup donné envie après de quitter un peu ce milieu-là et de te concentrer sur une autre cible? En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il a vraiment fallu que je déconstruise. Il a fallu que je sorte du jeu des statuts, moi aussi. Je me suis lancée après, du coup, Sciences Po, tout ça. Je me suis lancée en freelance, ensuite en agence, ensuite start-up. Et puis, je suis revenue au monde freelance. Et au début, je me suis lancée en freelance juste parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. C'était facile. J'avais des clients parce que j'avais du réseau. Et puis voilà, point. J'ai eu envie d'accélérer parce que je me suis dit, il serait peut-être temps de prendre la chose au sérieux en début d'année, là. J'ai rejoint un programme d'accompagnement de Thibaut Louis. Et Thibaut, à un moment, il m'a juste dit, mais arrête de me parler de ce que tu vas mettre sur ton profil LinkedIn, là. On s'en fiche de ça. Juste, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Et je lui ai dit, moi, j'aime bien faire des automatisations dans ma chambre, dans le noir, tu vois. Il me dit, mais pourquoi tu le dis pas aux gens? Je dis, mais parce que j'ai fait Sciences Po, ensuite j'ai fait Centrale, ensuite j'ai eu des postes, j'ai monté des boîtes un peu stylées et tout. Je vais pas dire aux gens, j'automatise des emails. Mais si. Et il m'a dit, t'aimes bien ça? Je dis, oui. Il me dit, tu sais que ça paye bien? Je dis, oui, c'est vrai. Il me dit, pourquoi tu le fais pas? Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à pivoter. Et j'ai commencé à faire ça pour des startups et des solopreneurs, juste par opportunité, parce que c'était mon réseau. Je préférais travailler avec des solopreneurs parce qu'en termes de culture, ça matchait mieux. Encore une fois, sur ce rapport où, tu vois, les solopreneurs en France, tout le monde voit les vendeurs de formation, tout le monde se dit c'est des bullshitters qui veulent juste faire du cash en arnaquant des gens. Moi, 90% des solopreneurs avec lesquels j'échange, ils ont une expertise de fou. Ils sont passionnés par leur sujet, vraiment premier degré, et ils sont obsédés par la qualité de leurs produits. En fait, je dis pas qu'il y a pas d'arnaqueurs, je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont fous. Il y en a toujours, mais sincèrement, ceux avec lesquels j'ai échangé, ils ont tellement envie que leurs produits aident vraiment des gens à changer leur vie, que ce soit peu importe le sujet, parce qu'il y a bien sûr plein de formateurs en mode deviens riche, mais il y a plein de solopreneurs qui forment à des sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Je me suis retrouvée un peu en admiration face à cet élan de accepter leur passion profonde, parce que moi j'avais du mal à faire. Du coup, et de se dire je vais construire ma vie autour de ça, je vais m'appuyer sur ce que j'aime faire, sur quoi je suis bon, et je vais créer un business qui tourne autour de ça. C'était révolutionnaire par rapport au monde startup. Ça n'avait rien à voir en termes de philosophie. Et là, tu t'es lancé quand, du coup? Sur ma nouvelle activité. Ouais. Du coup, en tant que COO freelance, j'ai commencé tranquillement, on va dire mi-2023. Et puis, ça s'est vraiment structuré, et j'ai vraiment décidé de prendre la chose au sérieux à partir de mars 2024, je crois. Ah, ça m'intéresse. Comment tu shifts? Parce que moi, j'ai vécu ça aussi, le moment où tu décides de le prendre au sérieux. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, maintenant c'est sérieux? Moi, ça a été deux choses. La première, c'est que ça marche bien. Forcément, ça rassure, et tu te dis, OK, je fais pas juste ça temporairement. Au final, assez vite, j'ai réussi à aller chercher 10 000 € par mois de CA, encore une fois, facturé. Je me suis dit, c'est quand même pas mal. En fait, il y a plein de gens qui font pas autant en freelance et tout, donc ça doit quand même être un petit truc sympa qui montre qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet, sur mon profil, sur voilà. Le deuxième, c'est que assez vite j'ai plafonné à 10 000 € par mois. Et je me suis dit il va falloir réfléchir à comment on fait plus parce que visiblement ça va pas se faire tout seul. Ouais. Et donc je me suis dit ok, là il faut réfléchir en mode business, prendre ça comme tu l'as fait auparavant pour tes agences, tes startups et tout, prendre ça comme un business et réfléchir à une manière de passer à un step supérieur, en fait. Mais c'est un matin, tu t'es levé en te disant ok, là vraiment, mon CA c'est le même depuis 4 mois, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose? Ou, je sais pas, t'as lu un truc qui t'a dit, ou tu t'es dit ok, c'est... Non, t'as raison. Alors, je peux pas lu un truc et tout. Je fonctionne pas trop à l'inspiration externe pour le moment. Enfin, ça a changé là récemment, mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que au moment où je décide de me lancer en CEO freelance, j'entame aussi une transformation personnelle. On est à l'été 2023 et c'est le moment où je décide de reprendre ma vie en main parce que je viens d'arrêter un projet de start-up. Je ressors de là, au bord du burn-out. Je me suis engueulée avec les invests. Vraiment, premier degré. Donc, littéralement, quand je dis j'ai arrêté un projet de start-up, je me suis engueulée avec les invests et ils pouvaient pas me virer, mais je suis partie. Voilà. C'est ça, la réalité. Et je suis mal, psychologiquement. J'ai encore pris du poids. Ça fait quelques années que je prenais beaucoup de poids parce que j'étais pas super bien. Et là, j'arrive à un stade max, quoi. Je suis essoufflée quand je monte les escaliers. Je dors pas. Enfin, y a rien qui va. Ça va pas, quoi. Ouais, ça va pas. Du coup, je décide de reprendre ma vie en main sur le plan perso. Je prends des coachs, je me mets à faire du sport, je me mets à mieux dormir, mieux manger,
sortir marcher, prendre du temps pour moi, écouter des podcasts et tout ça. Et en 3 mois, déjà, ma vie change beaucoup. Ouais. En 6 mois, énormément, parce que je perds 20 kilos, je deviens quelqu'un qui fait du sport. Je prépare un semi à ce moment-là, maintenant un marathon, je dors. Bref, tout va mieux sur ce plan-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voir que j'arrivais à faire une transformation sur le plan perso m'a permis de me dire, bah, visiblement, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'avoir un objectif clair, de définir un plan et de s'y tenir pour avoir des résultats. Ouais. Ce qui est un truc assez basique à comprendre dans la vie. Ouais, mais c'est entre le faire et le ressentir profondément, il y a quand même un delta, ouais. C'est ça. Et donc là, je le ressens profondément. Je ressens que en prenant des vraies grosses résolutions et en s'y tenant et en faisant preuve de discipline, etc., on peut changer sa vie. Et je me dis, bah, tu l'as changé sur le plan perso, let's go la changer sur le plan pro. Et là, je renoue à ce moment-là avec des ambitions profondes. Et je réalise que ça faisait des années que j'avais mis de côté le fait que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. J'avais complètement laissé de côté. Et là, je me dis, mais et du coup, si t'as été capable de perdre 20 kilos en 6 mois, pourquoi tu serais pas capable de faire 1 million d'euros de CA? Alors peut-être pas en 6 mois, mais... Non, mais en fait, il n'y a pas de limite à ce que tu peux... C'est ça. C'est ça. Et ça a vraiment été une transformation personnelle qui est en train d'amener une transformation pro encore en cours là. En fait. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Parce que au début, là, je sais ce que tu fais aujourd'hui. T'accompagnes des solos preneurs dans leur stratégie pour diversifier leurs revenus. Exactement. Et clarifier leur positionnement, etc. Mais au début, t'as vendu de la transfo. Je continue d'ailleurs. Tu vends toujours de la transfo. En fait, tu vois, j'accompagne dans la diversification parce que je suis le meilleur modèle d'application de la diversification. J'ai toujours des clients grands comptes. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais encore dans la salle d'attente de... J'adore ça. Je sais pas pourquoi ça me fascine de regarder les salles d'attente des grands groupes parce que c'est toujours le même protocole. Tu te fais fouiller le sac à l'entrée et puis ensuite tu vas voir la personne à l'accueil qui te demande ta carte d'identité, il passe le coup de fil, t'attends sur un petit fauteuil cosy. Ça me fascine parce que c'est à la fois tout le temps la même chose et jamais la même chose. Donc j'adore regarder le canapé, le machin. Bref, donc ça je le fais toujours. Je le fais parce que j'aime bien. Mais j'aime pas assez pour me dire je monte mon agence, je crée ma boîte de conseil, etc. J'aime bien le faire toute seule. Sauf que ça toute seule, d'abord, t'es capé en termes de projets que tu peux prendre, parce que quand tu fais du conseil, il y a un moment donné, si tu veux des projets vraiment chers, bah, il faut être 3, 4, 5, et donc en fait, tu rentres dans un modèle agence, quoi. Enfin, et ça ne m'intéresse pas du tout, de rentrer dans un modèle agence. Mais j'aime toujours qu'on me donne des projets. Donc, à un moment donné, tu sais qu'il y a un plafond de verre, et bah, t'as compris, moi, je déteste les plafonds de verre. Donc, s'il faut le casser, je vais pas le casser encore une fois, en vertical, en me disant, OK, maintenant, je crée mon agence, mais bon, bah, maintenant, il faut se diversifier. Et donc, faut se diversifier, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire. Potentiellement, bah, j'ai une capacité de conceptualisation, je pense, meilleure que la moyenne, par mes études, par juste qui je suis, ce que j'aime faire, etc. J'ai un bon background académique. Là, je suis en train de finir ma thèse. Et donc, en fait, j'ai une thèse en stratégie. Et donc, potentiellement, je suis pas la dernière à pouvoir parler de ces sujets-là. Et j'ai découvert le monde du soloprenariat et j'ai adoré, en fait, travailler avec des personnes. Moi, ce qui m'a vraiment plu, et c'est ce que je retrouve chez les gens, et c'est ce que tu viens de dire dans ton discours, c'est que tu construis un business si proche de ta vie qu'à un moment donné, il y en a un qui prend... que c'est mêlé. J'allais dire qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre parce que c'est presque un choix, tu vois. Ta vie perso englobe ta vie pro, puis ça parfois fusionne. C'est l'inverse, etc. Moi, je suis pas passionnée par le travail, tu vois. Enfin, encore une fois, j'ai adoré mes études d'histoire. Demain, je gagne au loto, j'adorerais écrire des livres, tu vois. Ma vraie vocation, elle est plutôt là-dedans. Alors, des essais, des romans, de ce que tu veux, mais j'adore ça. Ça paye pas. Et donc, je suis aussi très pragmatique en disant... et ça, c'était un apprentissage récent, tu vois, en te disant, c'est pas parce que t'aimes quelque chose que t'en feras un business. Si t'as la chance d'être en capacité de monnayer ça, il faut y aller franco. C'est un peu, toi, ce qu'on te dit, est-ce que t'adores faire des automatisations dans ta chambre et ça paye bien? Bah, vas-y. Enfin, en fait, on s'en fout que ce soit pas sexy. Toi, tu aimes et ça rapporte. Moi, si je te dis, j'adore écrire des romans, oui, comme un Français sur 2. Et c'est pas parce que t'écris un roman qu'il est bon. Et c'est pas parce que tu l'écris que il sera publié. Et c'est pas parce qu'il est publié qu'il sera vendu. Et la chaîne du livre étant absolument épouvantable, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, soit c'est une vocation profonde, où tu vis dans un petit studio et tu vas cravacher pendant des années, machin, mais moi, c'est pas du tout ça, tu vois. Enfin, en fait, moi, je prends zéro plaisir. Je suis pas un poète maudit, tu vois. Tu me verras pas à Montmartre en train de chanter sur la butte en disant je suis un auteur et... Non, moi, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Tu vois, ma passion est pas dévorante, quoi. Il y a des gens qui ont de la chance d'avoir cette passion dévorante, moi, pas du tout. Donc, à un moment donné, il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est... Tu peux faire des trucs que tu adores et qui te rapportent pas d'argent. Donc, du coup, il faut trouver des leviers d'argent. Et ces leviers d'argent, il faut que ça rapporte assez pour te libérer du temps pour faire ce que tu aimes. Donc moi, ma quête principale, elle est le niveau d'argent suffisant pour avoir assez de temps pour faire ce que j'aime. Et dans le modèle, tu vois, un peu à la Tim Ferriss, quoi, qui crée ses muses,
qui travaille 2 heures ou 4 heures, je crois que c'est 4 heures par semaine, pour faire ce qu'il kiffe, quoi. Le mec, il va faire du tango à Buenos Aires. Enfin, ça, c'est, pour moi, c'est la vie de rêve, tu vois. C'est arriver à un modèle d'entreprise où ta vie a pris le pas sur ton entreprise, mais par contre, tu l'as tellement travaillé, ton entreprise, que c'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. C'est faux de dire je travaille 4 heures et puis tout va bien. T'as un business model derrière. Ça me passionne. Et je suis à des années-lumière de ça, mais c'est ce à quoi j'aspire, tu vois, à avoir une entreprise qui est assez robuste et assez forte pour à un moment donné te libérer assez de temps pour faire ce que tu aimes. Donc partant de ça, et je suis qu'au début du chemin, parce que moi ça fait à peine 1 an, tu vois, que je me suis lancée en freelance, et ça m'a pris du temps de me dire déjà, je vais pas être freelance où je vends mon temps toute ma vie, tu vois, c'est pareil, c'est en fait, j'adore la liberté que ça, mais il y a un côté aliénant quand même d'être tout le temps dépendant d'un client, et puis c'est les grands comptes c'est compliqué, combien de grands comptes m'ont dit oui, puis en fait non, en fait le projet est gelé, en fait t'as l'argent mais le projet est gelé. C'est là, bah, du coup, je fais quoi? Je garde l'argent ou ah oui, mais en fait, on recommence plus tard. Enfin, c'est des trucs, mais lunaires parfois. Et je suis arrivée là par hasard, et vraiment par hasard, parce que quand je me suis faite licencier, à ce moment-là, donc, je fais une thèse que je soutiens là dans 10 jours. Et c'était le moment où je pouvais aller à Cambridge pour faire un échange, ce qu'on appelle un visiting. Et c'était incompatible, donc je venais de me faire licencier. Je partais 3 mois plus tard à Cambridge, où j'avais un peu anticipé le truc, en me disant ça va passer en mi-temps, etc. Et là, j'étais bloquée dans une logique où soit je signais un CDI et j'allais pas à Cambridge, soit j'allais à Cambridge, mais dans ce cas-là, ma vie professionnelle était en pause pendant 6 mois, quoi. Ce qui était impossible, puisque moi, j'étais encore dans une logique où j'allais retrouver un CDI dans un grand groupe, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, ok, bah, je vais faire mon expérience académique, puis on verra après. Et le après étant, laisse passer 6 mois, après il y a l'été, et puis après, à la rentrée, je re-signe un CDI, ce qui me laisse un peu de temps pour trouver. J'ai postulé dans plein d'endroits, j'ai pas été prise. Parce que profil, alors, je pense que j'ai pas bien fait mes candidatures et profil pas adapté. Et à un moment donné, j'ai une ancienne collègue qui m'appelle, qui me dit, mais là, t'es dispo, t'as pas envie de faire un projet pour nous? Ok. Et une qui m'appelle, puis après elle me dit, bah, ça s'est bien passé, mais en fait, j'en ai un autre pour toi, est-ce que tu veux pas le faire? Et c'est un peu comme toi, c'est le réseau que tu crées pendant des années qui, à un moment donné, se transforme. Et moi, j'ai vraiment connu ça. Quand t'es en corporate, tu fais quand même du réseau. Et c'est une erreur de penser que dans ta bulle, et sans en sortir. Moi, j'ai eu la chance de pas mal sortir. Et donc, à un moment donné, j'ai fait des drapeaux verts en disant, s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, je suis là. Et en fait, il y a plein de gens qui ont voulu travailler avec moi. Et donc, j'ai commencé à faire de l'argent en me disant, c'est juste un matelas de sécurité, ça me paye mon voyage en Angleterre. Puis encore une fois, je re-signe un CDI quand je rentre, quoi. Et j'ai jamais signé ce CDI parce que je me suis dit, mais c'est trop bête, en fait, ça marche. Ça marche sans que je travaille fondamentalement à ce que ça marche concrètement, quoi. Sans prospection, sans process. Comment on doit avoir l'air insupportable là à nous à raconter comment ça marche sans faire d'efforts. Mais ouais, mais le truc c'est que c'est pas vrai, c'est pas d'efforts, c'est 10 ans d'efforts en fait. Ouais. Tu vois, toi t'as travaillé combien de temps gratuitement pour des institutions, des machins, tu vois, c'est pas on est arrivé puis un jour des gens nous ont appelés, c'est on a cravaché pendant des années et des années et en fait des gens se sont souvenus de nous et nous on s'est souvenus de ces gens et on a su aller les chercher au bon moment. C'est vrai. Donc c'est jamais, enfin tu vois, j'ai envie de dire c'est jamais gratuit parce que on n'était pas jeunes diplômés, tu vois. Enfin moi je suis pas jeune diplômée, je débarque et je me dis les clients tombent tout seuls. Non, ils tombent tout seuls parce que ça fait 10 ans que je bosse. Et toi c'est la même chose. Mais à un moment donné ça suffit pas. Les gens qui ont besoin de toi ont fini de t'appeler. Certes t'as une roue qui commence à se mettre en place, mais enfin si tu l'actives pas la roue elle s'arrête. T'arrives à combien de CA à peu près là à ce moment-là? Un peu moins de 10 000 €. Ok. Donc largement suffisant pour vivre, mais pas assez pour libérer du temps. J'arrive en fait à retrouver à peu près mon niveau de vie quand j'étais salariée, mais avec beaucoup de problèmes en plus. Donc là tu te dis, si c'est pour gagner le même argent et avoir plus de problèmes, payer ma mutuelle, payer ma prévoyance, galérer sur les congés, et puis surtout avec le stress de dans 3 mois je sais jamais ce que je fais. Et ça je le vis encore, parce que je suis encore dépendante de mes grands comptes. Et donc, à un moment donné, il faut trouver un moyen de sortir de ça. Et ça... Parce que l'objectif, c'est de travailler moins mais gagner beaucoup pour te libérer du temps sur ce que tu kiffes. C'est quoi la semaine idéale? Genre, avec des chiffres très concrètement. T'as besoin de combien et de combien de temps? Moi, je dirais 3 jours pour moi, faire autre chose. 2 jours pour des clients. Garder, par exemple, une journée chez des grands comptes. Parce que j'aime bien garder ce contact-là et j'ai une expertise. Ce serait dommage de m'en priver. Et à un moment donné, si je veux arriver à ce niveau-là de chiffre d'affaires et d'avoir le temps, parce que je mets le temps, pour moi, c'est un capital au même niveau que la finance, quoi. Donc, si t'as ces 2 capitaux que t'as envie de monter, mon business model marche pas. Parce que si je veux plus d'argent et que je crée un modèle agence, j'ai moins de temps. Donc en fait, moi, il y a un moment donné, tu vois, je suis pas millionnaire, j'ai pas envie de m'acheter, mon rêve dans la vie, c'est pas de m'acheter un jet privé ou un yacht. Comment on trouve le juste milieu, tu vois? J'ai une question pour toi. On a tous les deux fait du business de service. Comment toi, t'as augmenté tes prix au fur et à mesure? Moi, ça a été en sortant d'une logique de vente de temps et en basculant sur une logique de vente de valeur, en fait. Donc de service packagé. Il y a des gens qui appellent ça value-based
service ou service packagé. Et moi, c'est vraiment ça le levier qui m'a permis de travailler autant, mais gagner plus. Et quand est-ce qu'un solo a besoin de stratégie? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que dans le monde startup, tu peux avoir une erreur, pas parmi d'autres, faite par les fondateurs, qui va être de passer trop de temps sur la stratégie en amont. Chez les freelances et solopreneurs, je vois plutôt la tendance inverse, où très vite ils vendent, et puis ils pensent jamais à leur stratégie. Et en même temps, je trouve ça assez bien, assez sain de focus sur vendre. Et donc, derrière, quand je parle de vendre, c'est pas juste pour faire du cash, c'est pour délivrer de la valeur à quelqu'un, être utile, en gros. Si tu vends, c'est que t'es utile à quelqu'un, a priori. Donc, à quel moment c'est le bon moment de penser à sa strat? Alors moi, j'en mettrais deux. Le premier, c'est quand tu te lances. En fait, prends le mal à la racine, tu vois. Si t'arrives à... Faut pas passer des heures dessus quand tu te lances, mais se lancer le nez au vent en disant « Je vais faire du coaching en développement personnel pour les femmes », ok, bah tu es un parmi 1000, donc bon courage. Soit t'as des assets déjà forts, tu as un réseau hyper fort, une compétence incroyable, des réseaux sociaux très développés, un truc qui va te faire un peu décoller, soit, franchement, ça va être vraiment une grosse galère. Donc, si tu as le luxe de pouvoir prendre un peu de temps, et un peu de temps, franchement, c'est 10 jours, c'est pas non plus, c'est pas des mois. Il faut le faire maintenant. Après, il faut plus en parler, je pense, parce que l'objectif, c'est ce que tu dis, d'apporter de la valeur et d'être en capacité de faire des rentrées d'argent, pour une seule raison, qui est faire en sorte que ton business soit viable, en fait, pas faire faillite. Là, pour le coup, c'est assez pragmatique. Et quand t'es arrivé au stade où t'es assez confortable sur tes objectifs, tu sais que tu vas pas faire faillite, tu sais que tu peux faire plus, tu peux aussi faire moins, mais tu sens qu'il y a un plafond. Encore une fois, pour moi, c'est toujours une question de plafond de verre. Et le plafond de verre, c'est très subjectif. C'est-à-dire que certains vont avoir un plafond de verre à 40 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres vont l'avoir à 150, d'autres vont l'avoir à 300. Et je pense qu'il y en a plusieurs, c'est par étapes, tu vois. Et c'est au moment où t'as l'impression de plafonner qu'il faut se poser la question de ta stratégie. Et dans un monde idéal, tu penses le matin en te rasant, quoi, tu vois, comme pour pas citer un ancien président. C'est intrinsèque à ta boîte, en fait, tu vois, c'est pas genre, tiens, aujourd'hui, je vais faire de la stratégie. C'est plutôt quand tu penses, en fait, à l'avenir de ta boîte, à comment améliorer ton produit, comment faire en sorte que ton expérience client, elle soit la plus performante possible. Bah, en fait, tu intègres des éléments de stratégie dedans pour être sûr que t'es toujours bien aligné sur la trajectoire que tu as envie d'avoir. Mais ça, c'est parce que, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs, de solopreneurs plus particulièrement, qui le font pas, parce que ils se perçoivent même pas vraiment comme entrepreneurs, tu vois. La plupart des freelances, ils se disent, bon, moi j'ai une compétence, je la vends, et puis point. Et ils voient même pas quand ils sont en train d'exécuter quelque chose pour un client, bah en fait ils sont en train de délivrer une expérience client, et que cette expérience client, elle peut être premium ou pas. Quand ils sont en train de signer un client, en fait, ils sont en train de faire vivre une expérience d'onboarding, tout comme une startup dans l'absolu, et que ça doit se prendre au sérieux, tout pareil. Et ça, c'est vrai que il y a vraiment un switch à faire pour se dire, ok, c'est pas parce que je suis freelance que je suis juste un exécutant pour d'autres boîtes. Je suis aussi, c'est toi qui me l'avais dit ça, c'est pas parce que t'es COO freelance que t'es pas CEO de ta propre boîte. Exactement. Ça, mais cette phrase, elle m'a marqué, tu vois. Et depuis chaque matin, je suis en mode, ok, comment je peux faire pour aujourd'hui intégrer dans ma journée un moment où je suis pas CEO pour d'autres gens, mais CEO de ma boîte à moi. Exactement. Et en fait, c'est hyper paradoxal parce que même le mot freelance, il est connoté de manière quasiment dégradante. Moi, on m'a déjà dit, oh non, moi, les freelances, je veux pas être considéré comme un freelance, je veux pas parler de mon réseau comme mon réseau de freelance, parce que t'as l'impression que le freelance, c'est le graphiste junior qui vient de sortir d'une petite école et qui est sous-payé dans une agence de com. Enfin, tu vois, non, en fait, freelance, c'est un terme qui veut juste dire indépendant, quoi, tu vois. Donc après, on invente des mots. Alors, c'est quoi un solopreneur par rapport à un freelance, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de définition académique de ce que ça veut dire. Pour moi, par exemple, le solopreneur, c'est celui qui met en place des processus d'automatisation pour faire en sorte que sa boîte tourne sans lui. Et que tu puisses commencer à faire en sorte de dissocier ton temps et ton argent. Pour moi, c'est ça un solopreneur. Sinon, t'es dans une logique de freelancing. Mais je mets pas de système de valeur, tu vois. Le freelance, c'est pas meilleur que le solopreneur. C'est quasiment des business models et des trajectoires différentes. Un freelance qui va scaler, il va faire une agence, tu vois. Enfin, un solopreneur qui va scaler, il va être tout seul et il va juste faire plus de produits ou plus de services en étant toujours tout seul. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, la question du vocabulaire, quoi. Quand tu te dis oui, moi je suis que un freelance, bah non, t'es un CEO, quoi. Et le fait que ta boîte porte ton nom, généralement c'est ça, tu vois, tu montes une auto-entreprise, t'as juste l'impression d'avoir fait un document administratif qui te donne le droit de facturer. Mais non, tu viens de monter une société, quoi. Je veux dire, n'importe quelle autre société a commencé comme ça aussi, enfin. Et donc, être en capacité d'être en posture de CEO et donc de t'approprier des problématiques stratégiques qui sont le propre quand même des CEO, c'est hyper important à mes yeux. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore une différence de perception entre les solopreneurs et les freelances ? En gros, les solopreneurs étant CEO et les freelances étant juste le graphiste dans son coin.
Ouais, complètement. En fait, j'ai l'impression que le freelance, c'est presque comme s'il subissait son quotidien et qu'il se disait juste j'ai une compétence, je la vends, j'exécute, point. Alors que le solopreneur a pris conscience qu'il a sa propre boîte et il est censé la diriger et avoir une vraie stratégie de développement dessus pour construire la vie dont il a envie, en fait, et la boîte dont il a envie. Est-ce que tous les solopreneurs commencent freelance? Bah, c'est une bonne question. En fait, je pense que beaucoup de solopreneurs commencent freelance juste parce que c'est très simple de vendre quelque chose que tu sais faire. Ouais. Et je pense même que juste beaucoup d'entrepreneurs commencent freelance. Comment tu travailles moins et tu gagnes plus par du package? Moi, j'ai choisi d'aller vers du value-based, donc un service packagé, parce que je voyais aussi plus simplement la bascule vers de la délégation. Ouais, bah, bien sûr. Tu vends du TJM, mine de rien, c'est toi que tu vends. Et ton seul moyen de continuer de vendre du TJM mais de déléguer, c'est de devenir une agence. En fait. Pour rester solo et déléguer et vendre quand même cher, le service packagé, je trouve c'est une bonne réponse aussi. Parce que derrière, tu peux découper ton service en plein de micro-actions, te concentrer sur celle où tu délivres le plus de valeur et déléguer le reste. Alors je suis d'accord, mais je mettrais une limite à ça, c'est que tu peux déléguer de la prestation de service en TJM à condition d'avoir une méthode signature. Parce que ce que les gens vont ensuite acheter, c'est ta méthode. Moi, dans mon métier, j'invente rien. Plein de gens pourraient faire exactement la même chose que ce que je fais. Simplement, je l'ai un peu processisé. J'ai vraiment des étapes qui sont très similaires d'audit, de diagnostic, d'analyse, de mise en place de stratégies un peu plus conceptuelles, etc. On finit toujours sur de la gouvernance. Bref, c'est un chemin, tu vois. Et sur ce chemin-là, je peux, moi, former des gens à faire ça et ils le feront pour moi. Mais par contre, la marge sur la partie délégation va être beaucoup, beaucoup plus faible parce que tu restes sur une logique de TJM. Ce qui veut dire engager des gens moins chers que toi, mais ce qui veut dire potentiellement peut-être plus junior, et donc là, tu t'en sors plus. Donc dégrader la qualité du service, exactement. etc. Ouais. Ça, c'est la limite du modèle. Mais tu peux le faire. Donc idéalement, moi, je trouve, dans un monde parfait, t'as un package et t'as une méthode, et là, t'as le meilleur des deux mondes, quoi. Ouais, mais moi, j'ai le package, mais je travaille la méthode. Voilà. Moi, j'ai la méthode et pas le package. Ça va arriver. C'est bien, on est complémentaires. Hein.